Bien, merci à toutes et tous. On va pouvoir recommencer nos travaux avec cette seconde table ronde. En fait, je me réjouis de voir que tout le monde prend du temps pour échanger, puisque nous avons quand même construit toute cette journée autour de cette possibilité de faire connaissance avec des intervenants, le terme collègue au sens générique, qui viennent de toute la France métropolitaine ou d'outre-mer. Donc c'est un plaisir de voir que cette modalité d'échange fonctionne. Je vais donc laisser la parole à Paul Hubert qui va introduire cette seconde table ronde, donc le directeur du service judiciaire, que je remercie encore d'avoir accepté de conduire cette seconde séquence de nos travaux, et afin qu'il n'y ait de pression sur personne, comme la pause méridienne était prévue sur un temps relativement long, on peut sans aucun problème prendre 10 minutes, un quart d'heure de plus que sur l'horaire prévu pour aller jusqu'au terme de ces travaux, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants. Monsieur le directeur, merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et tous. J'ai donc le plaisir d'introduire cette seconde table ronde qui va nous donner l'occasion d'échanger sur un sujet qui préoccupe chaque magistrat, chaque auxiliaire de justice qui est présent dans cette salle. Comment nous pouvons encore améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales. J'emploie à dessein l'adverbe « encore », car depuis le lancement du Grenelle des violences conjugales, il y a bientôt 4 ans, tous les acteurs impliqués dans le traitement judiciaire des violences intrafamiliales se sont emparés de cette préoccupation sociétale et politique, qu'il s'agisse des magistrats, des greffiers, des avocats, des commissaires de justice, les services de l'administration pénitentiaire. Le président de la République s'est rendu il y a quelques mois au tribunal judiciaire de Dijon. Vous étiez présente, Madame la députée, je crois que j'ai vu Monsieur le procureur tout à l'heure, et a pu mesurer à cette occasion l'engagement des juridictions dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Toutes les juridictions se sont mobilisées face à ce contentieux de masse. Toutes ont mis en place ce qu'on appelle des bonnes pratiques, ont réfléchi au traitement judiciaire particulier que cela nécessitait. Mais finalement, à la réflexion, aucune n'a mis en place toutes les bonnes pratiques. Et de nombreuses juridictions s'interrogent encore sur l'intérêt de mettre en place des audiences spécialisées ou les adaptations nécessaires qui doivent être mises en place au regard de la taille de la juridiction. La prise en charge judiciaire des violences intrafamiliales est finalement un peu à l'image de nos forces et de nos faiblesses au sein des juridictions. Une très grande mobilisation de l'ensemble des magistrats et des agents. Des efforts multiples pour spécialiser, pour être plus efficaces collectivement, et les résultats sont là, ça fonctionne. Mais parallèlement, une absence de modélisation nationale, des pratiques qui sont encore laissées à l'initiative locale, et un manque certain de support scientifique sur les pratiques judiciaires, permettant de se sécuriser sur les actions entreprises. L'impact des organisations sur les victimes, sur les auteurs, sur la lutte contre la réitération, qui est finalement au cœur de nos enjeux, ces questions ne font pas encore suffisamment l'objet de réflexion et d'accompagnement de la part des scientifiques. Ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure avec les chercheurs qui étaient présents. L'Institut des hautes études, l'IERDJ, y travaille également, et je sais combien les magistrats et les agents se questionnent sur l'impact des pratiques judiciaires, sur l'efficience de ces pratiques judiciaires sur les victimes et les auteurs. De la même manière, les juridictions sont encore travaillées par des questions de fond extrêmement importantes, ne serait-ce que sur la partialité objective, souvent évoquée par les magistrats du siège dans l'organisation du traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Autant de questions que nous allons évoquer lors de cette table ronde. La direction des services judiciaires accompagne les juridictions dans cette mobilisation. Nous avons déployé des chargés de mission chargés de la lutte contre les violences intrafamiliales qui sont aujourd'hui, les emplois sont pérennisés et les agents vont pouvoir être maintenant CDIsés.
Nous avons établi un guide méthodologique sur les filières d'urgence qui vient d'être actualisé. Nous travaillons avec l'École nationale de la magistrature et l'École nationale des greffes à multiplier les outils de formation et nous devons travailler à améliorer cette formation dans les cours d'appel, dans les services déconcentrés. Nous sommes dorénavant chargés de l'inscription dans le Code de l'organisation judiciaire des pôles de lutte contre les violences intrafamiliales. Je sais que c'est un sujet de questionnement, parfois même d'inquiétude des juridictions. Nous pourrons l'évoquer tout à l'heure. Mais derrière cette modélisation, il y a finalement la question plus large de la modélisation de nos organisations au sein des juridictions. Et les violences intrafamiliales, la lutte contre les violences intrafamiliales en est un bon exemple, tant elle touche à la fois le parquet que le siège, et donc finalement l'ensemble de la juridiction, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il y a de nombreux projets de juridiction qui évoquent la lutte contre les violences intrafamiliales. Nous devons, à la direction des services judiciaires, et j'en suis aujourd'hui convaincu, accompagner les juridictions sur le plan national en aidant la modélisation des organisations à partir une modélisation qui n'est pas similaire dans toutes les juridictions, qui doit s'adapter en fonction de la taille de la juridiction, bien évidemment, mais qui doit nous permettre d'avoir des modèles d'organisation partagés au niveau national. Nous allons, lors de cette table ronde, évoquer finalement 3 questions. D'abord, faire un point sur ce qui existe, les bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre au sein des juridictions. Nous allons ensuite évoquer le rapport rouge vif de Madame la députée, Madame la sénatrice, qui part du constat et qui dresse des propositions importantes. Et enfin, nous allons essayer de nous projeter sur de nouvelles pratiques et nous allons évoquer avec un certain nombre de magistrats ces évolutions. Il est vrai que l'immense majorité des tribunaux judiciaires et des cours d'appel ont maintenant mis en place une filière dite de l'urgence qui est consubstantielle à la bonne prise en charge des situations de violence intrafamiliale. Une filière de l'urgence, c'est une organisation adaptée aux enjeux des violences conjugales, à la fois au regard de la célérité nécessaire dans notre réactivité, la spécialisation, la protection et la coordination. Il s'agit de mieux orienter les affaires pénales, juger les affaires pénales et civiles en recherchant une spécialisation des circuits, mettre en place une véritable culture de la transversalité, assurer un suivi des mesures de protection prononcées en faveur de la victime. Ces axes stratégiques se sont traduits par de nombreuses actions dans chaque juridiction afin que les filières d'urgence soient véritablement opérantes. Et il nous est difficile aujourd'hui d'en dresser un inventaire exhaustif de toutes ces bonnes pratiques. Vous pourrez les retrouver dans le guide de modélisation des filières d'urgence que j'ai évoqué tout à l'heure. Puisqu'il est impossible de toutes les détailler au cours de cette table ronde, nous avons dû faire un choix. La direction des affaires civiles et du Sceau assurera tout d'abord une présentation des actions mises en place par les juridictions en matière d'ordonnance de protection. Cette intervention sera suivie par une présentation de la politique d'audiencement rapide mise en place en matière de violence intrafamiliale de la Cour d'appel de Nîmes. Voilà, Monsieur le procureur général s'installe. Merci. Ces premières prises de parole donneront un aperçu de la richesse des initiatives de terrain et de l'engagement de l'institution judiciaire au quotidien pour s'adapter face au fléau des violences intrafamiliales. Mais, comme je l'ai dit, nous sommes convaincus qu'il faut maintenant aller plus loin pour être encore plus efficace et améliorer nos organisations. C'est ce vers quoi nous vous encourage d'aller. Madame la sénatrice Dominique Vérien et Madame la députée Émilie Chandler, que nous remercions tout spécialement d'être présentes aujourd'hui avec nous, dans le cadre de la mission qui vous a été confiée par Madame la Première ministre. Le rapport parlementaire qui a conclu cette mission et que vous allez nous présenter offre une vision d'ensemble du parcours des victimes, depuis le signalement et durant toute la procédure judiciaire.
Il livre également une évaluation précise des dispositifs, assurant la prise en charge des auteurs et formule un certain nombre de préconisations qui reposent notamment sur une meilleure circularisation de l'information entre tous les acteurs. Ce rapport nous invite à éviter l'action isolée de services, mais de construire et de déployer une synergie qui nous permet d'améliorer la coordination entre tous les acteurs. Vous voyez comment j'évite de prononcer le mot pôle, mais nous allons malgré tout l'évoquer. Madame la sénatrice, Madame la députée, votre travail nous oblige et vous allez nous présenter tout à l'heure vos constats et vos propositions. Je sais que donc, les magistrats voudront vous interroger, comprendre comment fonctionnera ces pôles spécialisés vifs que vous appelez de vos voeux et dont la création par voie réglementaire a été annoncée par Monsieur le garde des Sceaux. Je n'ignore pas que les juridictions seront également attentives aux outils de pilotage déployés par le ministère de la Justice pour accompagner la création de ces pôles spécialisés. Et la direction des affaires criminelles et des grâces présentera au cours de cette table ronde l'applicatif SISPOP qui a vocation à constituer l'outil métier de ces pôles vifs. Cet applicatif doit en effet permettre à la fois de décloisonner le traitement judiciaire des violences intrafamiliales, mais aussi de centraliser les informations nécessaires au suivi judiciaire de la situation, ici des procédures civiles et pénales. J'entends les réticences de certains sur la capacité des juridictions de petite taille à mettre en œuvre plusieurs des préconisations proposées dans le rapport parlementaire, telles que le pôle vif ou les audiences spécialisées. J'en ai parlé tout à l'heure et les chefs de juridiction de Sens, que je remercie également de leur présence, nous présenteront leurs réflexions sur ce sujet. Enfin, Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Poitiers, particulièrement investie depuis de nombreuses années dans la lutte contre les violences intrafamiliales, nous apportera non seulement son expertise, mais encore ses propositions, me semble-t-il, partagées avec le procureur général près la Cour d'appel de Poitiers, notamment sur la création d'une nouvelle fonction, le juge des violences intrafamiliales. Voilà le programme de ce qui nous attend pour cette table ronde. Monsieur le directeur des affaires criminelles et des grâces nous a ouvert sur le temps du déjeuner. Nous allons quand même essayer de nous réserver un temps pour participer à l'ensemble des ateliers qui sont présentés par l'administration centrale et je vous propose donc de commencer immédiatement cette table ronde. Je vais vous proposer de débuter par la présentation des bonnes pratiques en matière d'ordonnance de protection. Madame Raphaël Vac, chef du bureau du droit des personnes et de la famille et de la DSCS, va faire cette présentation. L'intérêt du dispositif de l'ordonnance de protection, je crois, n'est plus à prouver. Il assure un accompagnement de la victime dans une sortie du parcours de violence en lui permettant d'obtenir par une même décision de justice à la fois des mesures de protection personnelle immédiates et effectives, mais aussi des mesures relatives à la vie familiale et à l'organisation de la séparation du couple. Afin de respecter les délais prévus par le législateur pour statuer sur les ordonnances de protection, les juridictions ont entièrement repensé leur circuit de procédure. Pour illustrer cet investissement des acteurs judiciaires, je vous cède donc la parole, Madame la chef du bureau, afin de présenter quelques bonnes pratiques en la matière. Merci, Monsieur le Directeur. On l'a évoqué au tout début de l'ouverture de cette journée, le lancement du Grenelle de lutte contre les violences conjugales à l'automne 2019 a marqué un tournant dans la lutte contre les violences conjugales et particulièrement ce qui se concerne son volet civil. Il a en effet permis de faire connaître l'ordonnance de protection au grand public, mais aussi de mieux sensibiliser les acteurs du monde judiciaire à l'utilité de ce dispositif qui, s'il n'est plus à démontrer aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, lors de sa création 10 ans auparavant par la loi du 9 juillet 2010, peinait finalement à rencontrer le succès qu'on escomptait de ce dispositif. Le Grenelle a impulsé une dynamique qui a renforcé le caractère d'urgence de l'ordonnance de protection. Ça s'est immédiatement traduit par l'adoption de la loi du 28 décembre 2019 qui a créé le délai maximal de 6 jours sur lequel on reviendra, mais également le bracelet anti-rapprochement civil qui peut être prononcé au titre de l'une des mesures de l'ordonnance de protection. Depuis cette date, cette dynamique n'a plus cessé. Ont été adoptés des décrets, les décrets du 27 mai 2020, du 3 juillet 2020, la loi du 3 juillet 2020 et récemment encore la loi du 24 janvier 2022. Sur un plan statistique, cette dynamique, elle est aujourd'hui évidente parce qu'en effet, si depuis 2010,
Vous constatez quand même que le nombre de demandes d'ordonnance de protection portées devant la justice ne cessait d'augmenter, passant d'un peu plus de 1600 en 2011 à près de 6000 en 2021. Il faut bien reconnaître que la progression la plus forte a eu lieu en 2020 avec plus de 38% de demandes formées devant le juge aux affaires familiales. Et l'une des explications de cette augmentation remarquable, c'est la visibilité et la médiatisation du Grenelle fin 2019. De manière générale, on constate qu'entre 2017 et 2021, pour les statistiques consolidées, on observe une hausse de 120% des demandes d'ordonnance de protection et une hausse de 153% du taux d'acceptation de ces ordonnances de protection, ce qui signifie qu'il est indéniable qu'aujourd'hui, l'ordonnance de protection, c'est un outil qui est bien connu et bien maîtrisé des praticiens du droit. Alors je propose qu'on s'arrête un instant sur donc, la loi du 28 décembre 2019 qui a imposé aux juges aux affaires familiales de statuer sur l'ordonnance de protection, sur cette demande d'ordonnance de protection dans un délai maximum de 6 jours à compter donc de la fixation de la date d'audience. C'est une contrainte procédurale qui a engagé pour les juridictions des adaptations organisationnelles très fortes, principalement évidemment au sein des services des affaires familiales. Puisqu'en effet, afin d'assurer le degré d'exigence qui était souhaité par le législateur, ces juridictions, ces services des affaires familiales ont dû s'adapter pour réorganiser entièrement leur circuit de traitement des ordonnances de protection. Cette inventivité, ces efforts n'ont pas été vains, puisque aujourd'hui, globalement, le délai de 6 jours est plutôt bien respecté, alors qu'en effet, en 2019, la durée moyenne des dossiers d'ordonnance de protection entre donc la date de saisine et la date de la décision était de 40 jours. Elle est passée à 19 jours en 2020, à 8 jours au premier semestre 2021, et actuellement, elle tourne autour d'environ 7 jours. Il existe actuellement dans toutes les juridictions des circuits prioritaires de traitement des ordonnances de protection, qu'ils soient ou non formalisés sous la forme de protocole, ou qu'ils participent de la vie quotidienne et courante et des bonnes pratiques informelles des magistrats du siège et du parquet. Ces circuits prioritaires de traitement des ordonnances de protection poursuivent plusieurs objectifs. Le premier, c'est assurer une prise en charge rapide de la personne en danger. C'est ainsi que certains services d'accueil du justiciable s'organisent pour permettre à la personne en danger d'obtenir rapidement et facilement toutes les informations dont elle a besoin. Ce sont des SAUJ qui vont venir proposer des dossiers prêts à l'emploi, avec une requête type de demande d'ordonnance de protection qu'il suffit donc de compléter, accompagnée d'une liste indicative des pièces à fournir et également une notice explicative de ce dossier. Ce dossier prêt à l'emploi est parfois disponible également dans les maisons de justice et du droit et dans les points d'accès au droit selon les ressorts. Le deuxième objectif des circuits prioritaires de traitement des ordonnances de protection, c'est bien évidemment, on l'a évoqué, garantir donc ce respect du délai de 6 jours. En la matière, il existe une multitude de bonnes pratiques, en tout cas qui ont fait leurs preuves, des pratiques qui sont mobilisables quelle que soit la taille de la juridiction. On peut relever la pratique qui consiste à utiliser un code couleur spécifique pour identifier les dossiers d'aide juridictionnelle relatifs à une ordonnance de protection et qu'il va donc falloir traiter en urgence. Des pratiques qui sont propres à certaines juridictions, je pense ici notamment aux juridictions de groupe 1 et 2, qui consistent par exemple à dédier un greffier à temps plein aux ordonnances de protection ou à mettre en place des systèmes de permanence dans les 6 services des affaires familiales. Cette pratique de système de permanence dans les services d'affaires familiales, elle n'est pas propre à ce type de service. On la retrouve également dans les chambres départementales des commissaires de justice, de plus en plus, ce qui est assez intéressant et prenant bonne note de ces pratiques au sein des départements. La Chambre nationale des commissaires de justice a d'ailleurs mis à la disposition des greffiers une liste des commissaires de justice qui se sont engagés à intervenir en urgence pour signifier la date d'audience au fond relative à l'ordonnance de protection. C'est une organisation qui est intéressante parce qu'elle permet donc aux défendeurs d'être informés le plus tôt possible de la date d'audience et donc de préparer sa défense, ce qui est de nature en aval à éviter les renvois et in fine à assurer donc le respect du délai de 6 jours. Dès que cette date d'audience est fixée, la plupart des bureaux d'aide juridictionnelle se sont quant à eux engagés à traiter dans un délai compris
instruit entre 24 et 48 heures la demande d'aide juridictionnelle, là encore afin de permettre aux parties d'être assistées par un avocat et donc de limiter au maximum les demandes de renvoi et là encore, in fine, d'assurer le respect du délai de 6 jours. S'agissant de l'audiencement, on le relevait, monsieur le directeur, vous l'avez indiqué, pour assurer un audiencement prioritaire des requêtes d'ordonnance de protection, différentes pratiques sont observables en la matière. Certaines juridictions vont faire le choix de créer des audiences d'urgence familiale. Alors ces audiences, elles offrent un avantage qui est de permettre au magistrat de permanence de bénéficier d'une double option lorsqu'il oriente le dossier. Soit il le transfère sur son cabinet en fonction de l'urgence, soit il le fixe quand il ne peut pas le renvoyer sur son cabinet, et bien sur cette fameuse audience urgence qui peut par exemple être fixée toutes les semaines. À la fin de l'année 2021, on notait que sur les 163 juridictions qui avaient été interrogées dans le cadre d'une enquête Sphinx qui avait été diligentée par la chancellerie, sur donc les 168 juridictions de première instance qui existent au total, eh bien 68% donc de ces 163 juridictions avaient indiqué qu'elles avaient mis en place, ou en tout cas qu'elles s'apprêtaient à mettre en place, au sein des services des affaires familiales, des créneaux d'audience dédiés aux ordonnances de protection. D'autres juridictions préfèrent, quant à elles, non pas fixer des créneaux d'audience dédiés aux ordonnances de protection, mais fixer la requête en ordonnance de protection sur la première audience utile du service, dans les 72 heures qui suivent le dépôt de la requête, ce qui permet au juge donc d'examiner l'affaire dans les 28 à 48 heures et de respecter ainsi le délai légal de 6 jours. Enfin, s'agissant de la gestion des renvois, qui constitue un enjeu majeur évidemment en matière d'ordonnance de protection, il faut savoir que les demandes de renvoi sont le plus souvent motivées par le respect du contradictoire, le respect des droits de la défense, et que si le renvoi n'est pas de droit, que le juge aux affaires familiales peut très bien l'accepter ou le refuser, il faut savoir que lorsqu'il est ordonné, le juge aux affaires familiales n'est plus tenu par le délai de 6 jours. Mais néanmoins, pour pouvoir quand même assurer à la victime le bénéfice d'une ordonnance de protection dans les délais le plus courts possible, certaines juridictions, anticipant ces demandes de renvoi, se sont organisées, par exemple, en fixant l'audience d'ordonnance de protection le matin et en prévoyant les créneaux de renvoi l'après-midi même. Pour les juridictions qu'on évoquait tout à l'heure, qui ont fait, elles, le choix de mettre en place des audiences dédiées urgence familiale, elles mettent à profit cette double option qui est permise par l'audience dédiée. En cas de demande de renvoi à l'audience dédiée, le magistrat renverra sur sa propre audience de la semaine. Le troisième objectif des circuits prioritaires de traitement des ordonnances de protection est de favoriser la circulation de l'information entre les services. Les circuits de traitement des ordonnances de protection mobilisent en effet une multitude d'acteurs qui, pour assurer une meilleure protection des victimes, s'inscrivent les uns et les autres et ensemble dans une logique de concertation. La concertation, elle concerne d'abord bien évidemment le service d'enquête et le parquet, puisque certains services d'enquête, on l'observe dans des ressorts, s'engagent à informer la permanence du parquet dès lors qu'une demande d'ordonnance de protection aurait été sollicitée directement auprès d'eux. La concertation mobilise ensuite bien évidemment le service des affaires familiales et le parquet. Aujourd'hui, on assiste au fait que la quasi-totalité des tribunaux judiciaires a mis en place des circuits spécifiques d'échange d'informations entre le siège et le parquet, afin de permettre à ce dernier d'être informé le plus tôt possible du dépôt d'une demande de requête en ordonnance de protection, et donc de permettre au parquet de rendre son avis motivé dans les meilleurs délais possibles. Certains parquets, ça concerne plutôt des juridictions de groupe 4, en lieu et place de la transmission de cet avis écrit motivé, ont relevé l'importance que pouvait représenter la présence du parquet à l'audience. Cette présence, déjà si elle est possible au regard de l'organisation de la juridiction, et qui n'est d'ailleurs imposée que dans l'hypothèse où c'est le parquet qui est à l'origine de la demande de protection, pour le reste il s'agit vraiment d'une opportunité de la part des juridictions, représente un certain nombre d'avantages néanmoins. Déjà, elle permet de présenter un discours commun, fluide et cohérent entre le siège et le parquet auprès des parties. Elle représente surtout l'avantage pour le parquet de motiver son avis au regard d'éléments qui ont été débattus contradictoirement à l'audience et puis qui sont actualisés surtout au jour de l'audience. Enfin, lorsqu'elle est mise en place, la dématérialisation de l'entier circuit de l'ordonnance de protection
permet au bureau d'ordre du parquet de communiquer immédiatement aux forces de l'ordre la décision d'ordonnance de protection pour en assurer l'inscription dans les meilleurs délais possibles au FPR. Et puis cette dématérialisation, quand elle a lieu, elle permet également au parquetier de permanence, au cours de la vie et de l'existence de l'ordonnance de protection, d'accéder facilement au dossier d'ordonnance de protection, puisque donc toutes les décisions et les significations des décisions auront été conservées sur le réseau local informatique. Et là, ça représente l'avantage, on l'aura compris, pour le parquetier de permanence, d'apprécier utilement, au regard de l'entièreté des pièces du dossier dont il a facilement accès, les suites à donner en cas de violation des mesures prononcées dans le cadre de l'ordonnance de protection. En conclusion, et j'en terminerai par là, si on peut aujourd'hui affirmer que l'ordonnance de protection est un outil de protection efficace et complémentaire aux civils, à ceux qui peuvent être déployés dans un cadre pénal, c'est bien parce qu'elle fait aujourd'hui l'objet de circuits de traitement et de pratiques qui sont judicieuses au sein des juridictions. Merci beaucoup pour cette présentation complète et qui montre là aussi la diversité des bonnes pratiques mises en place par les juridictions avec cet objectif d'efficacité. On va poursuivre un peu dans la même thématique avec Monsieur Pierre Coutenier, qui est avocat général près la Cour d'appel de Nîmes. Vous prendrez prochainement vos fonctions de procureur près le tribunal judiciaire de Draguignan. Et en tant qu'avocat général, vous avez largement participé à l'élaboration de circuits de priorisation de l'audiencement des affaires de violence intrafamiliale, notamment devant la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Nîmes. Ces circuits sont effectifs depuis, je crois, l'année 2021. Et c'est donc avec un grand intérêt, avec ce recul, que nous écoutons nous présenter l'ensemble de ces bonnes pratiques. Merci, monsieur le directeur. Vous avez dit beaucoup de choses. Concrètement, ce que je vais vous présenter est effectivement simple. Et autant commencer par là, parce que je suis un magistrat, si vous voulez, plutôt de Blotchow, de la tranchée de tête. C'est les chefs de cour. Et eux seuls, d'abord, qui ont décidé, et ça partait de là, de ce que nous devions demander aux juridictions du premier degré, c'est-à-dire pour la Cour d'appel de Nîmes, 3 juridictions du groupe 4, avec des difficultés qui sont celles des juridictions du groupe 4, une juridiction du groupe 3, deux juridictions du groupe 2. Il leur était demandé, et ça je vais dire dès la fin du dernier trimestre 2019, de s'inscrire fortement, de façon dynamique, dans ces filières de l'urgence. Certaines ont d'ores et déjà été décrites. Et donc les chefs de cour, ma procureure générale est là, Michel Alex était aussi de la partie, ont estimé simplement qu'il convenait à hauteur de cour, et s'agissant d'une politique juridictionnelle, plus spécifiquement s'agissant de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Nîmes, que nous nous inscrivions aussi dans cette dynamique et filière de l'urgence. Ça a été un plaisir pour moi, si vous voulez, parce que, comment dirais-je, sur un discours de vérité, lorsque j'étais au premier degré, j'ai souvent vécu, si vous voulez, des fois le deuxième degré comme une forme de triangle des Bermudes. Et là, j'avais donc une feuille de route qui était très claire, c'était d'instaurer une filière de l'urgence. Alors je vais vous la décrire pour ce qu'elle est, c'est-à-dire, c'est un peu le fil à couper le beurre. Dans le champ des violences conjugales, et le prisme est assez large, puisque cela va au-delà des seules qualifications de violence commises par le conjoint, l'ex-conjoint, le concubin, l'ex-concubin, etc. Il s'agit de cibler les infractions, atteintes au bien ou forcément atteintes à la personne, qui sont commises par l'ex-conjoint concubin ou le toujours actuel conjoint concubin. Donc je tiens à le dire, c'est un prisme large, c'est-à-dire que si nous travaillons bien, des faits de dégradation d'un véhicule commis par l'ex-conjoint ont vocation à être traités dans cette filière de l'urgence, parce que bon, de façon très large et d'un point de vue, on va dire, un peu plus criminologique, ces faits ont véritablement à voir avec notre problématique des violences conjugales.
lorsque ces procédures-là ont atteint la barre d'un tribunal correctionnel, de l'une de ces 6 juridictions, et dès lors qu'il est fait appel, en principe par le prévenu, et ça peut être bien évidemment aussi par le parquet, par le procureur de la République, il est demandé à ce que la déclaration d'appel nous arrive immédiatement. Ça, c'est le droit commun. Toutes les déclarations d'appel doivent nous arriver en temps réel, si j'ose dire. Celles-ci plus spécifiquement, parce que celles-ci vont donner lieu à un audiencement dans les 10 semaines qui suivent la déclaration d'appel. 10 semaines. C'est effectivement rapide. Cela a été rendu possible par la mobilisation des commissaires de justice. À l'époque, lorsque, en août 2021, ces instructions sont données, ils étaient encore huissiers de justice. Et cela a été aidé très prosaïquement, notamment par la mise en œuvre de l'outil, du logiciel Nautidoc, qui a été très efficace. Donc, ces affaires-là ont vocation à être audiencées dans les 10 semaines. La Cour d'appel de Nîmes, la Chambre des appels correctionnels, pour des raisons dans le détail desquelles je ne rentrerai pas, a effectivement un stock d'affaires à juger qui est relativement maîtrisable, si j'ose dire. Mais au titre de la maîtrise des délais, puisque c'est une des expressions de ce qui est attendu de nous dans cette matière prioritaire, de maîtriser les délais, il convient de dire que son stock reste peut-être totalement maîtrisable, mais il existe. Donc s'agissant d'une politique prioritaire pousse un contentieux qui l'est moins. Donc nécessairement, cela a des effets sur des choses qui seront jugées en mettant un peu plus de temps. Il faut être très clair. C'est un choix de politique. C'est un choix de politique qui est assumé par tout le monde et par les chefs de cour. C'est un choix qui a des conséquences pour le traitement des autres sujets. Je crois que des fois, il convient de se rappeler à ces évidences. Dans les 10 semaines, donc, l'affaire est audiencée et il a été demandé, ce n'est pas effectif partout, ça devient effectif au niveau des juridictions du groupe 2 qui sont constituées en service centralisateur des appels et qui ont donc, à partir de leur SOG, il a été demandé, et c'est plutôt fait, que les services centralisateurs appellent l'audiencement afin de pouvoir reporter directement sur la déclaration d'appel la date de l'audience. Ça ne saisit en rien la Chambre des appels correctionnels, mais c'est intéressant parce que le prévenu, et je crois que si vous voulez c'est une constante, nous devons, dans toute la mesure du possible, de pouvoir instaurer des processus judiciaires qui sont des processus judiciaires chaînés, avec date. Et donc là, c'est déjà l'occasion est donnée de dire à la personne qui a formé appel que cette affaire-là sera jugée à telle date. Ce n'est juridiquement, ça ne sert pas grand-chose juridiquement, mais fondamentalement, je crois que ça permet déjà d'investir dans la comparution des personnes à l'audience. Autre dimension qui nous occupe, qui nous préoccupe et sur lequel nous entendons véritablement agir. Entre nous soit dit, ça marche plutôt parce que dans le champ de ce contentieux, les arrêts de la Chambre des appels correctionnels sont à 98% contradictoires, ce qui est quand même intéressant. Donc l'affaire a vocation à être jugée dans les 10 semaines, tel est le cas. L'affaire après, les pièces d'exécution, parce que ça aussi c'est un processus chaîné et prioritaire, sera formalisée dans le délai maximum de 3 mois. Voilà. Un peu plus long pour les 2% restants qui concernent des jugements contradictoires à signifier. Le délai moyen de production de l'arrêt, si j'ose dire, donc à 98% contradictoire, est de 3,4 ou 2 mois. Voilà. Ce délai qui est intéressant, qui est important, est lesté négativement par le délai des personnes détenues. Nous n'avons pas distingué entre la situation de la personne prévenue, mais il se trouve à la marge que les dossiers avec personnes prévenues détenues sont jugés un peu plus longtemps après. À l'occasion de l'audiencement de cette affaire, sachez simplement, parce que là aussi, ça a été une idée qui a été développée à la Cour d'appel de Nîmes, de façon maintenant un peu ancienne, puisque ce principe a 4 ans, il est maintenant rentré dans le Code de procédure pénale, la procureure générale saisit le service pénitentiaire d'insertion et de probation, et lui seul, sur cette question-là, pour procéder à une enquête sociale rapide. Donc tous nos dossiers, y compris détenus, des dossiers libres,
Les personnes prévenues font l'objet d'une enquête par les services pénitentiaires d'insertion et de probation. En parallèle, le parquet général, par simple boîte mail, saisit l'association d'aide aux victimes, l'association agréée d'aide aux victimes, afin qu'elle procède à une actualisation de l'évaluation victime de l'EVVI, tant il est vrai qu'il s'agit bien d'actualisation, parce que d'une façon générale, d'ores et déjà, toutes les juridictions procèdent à une EVVI, selon notre jargon, lorsque une affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel. Ces éléments-là sont circularisés, c'est-à-dire que le rapport de VVI est transmis également, enfin est transmis à l'audiencement, est transmis au parquet général, mais dans le même trait de temps est adressé aux services pénitentiaires d'insertion et de probation qui, eux, rendront un rapport, je vais dire, dans les 15 jours précédant la convocation du prévenu à l'audience, et leur rapport devra faire son miel, si j'ose dire, des données qui ont été consignées dans le VVI. Voilà donc le circuit, je vous l'ai dit, il est très simple. Bon, oui, nous en sommes satisfaits. C'est un système qui est porté, non pas par le parquet général, oui, bien sûr, pour sa partie, mais qui est aussi très fortement porté par la Chambre des appels correctionnels. Et, ma foi, nous voilà, on ne peut plus légitime, sans esprit de commande, de pouvoir dire aux juridictions du premier degré, faites un peu plus si tant est qu'il le faille. Voilà, nous sommes crédibles à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'avocat général, pour cette présentation très concrète de ce qu'on peut faire aussi en cours d'appel. Je vous propose maintenant de passer au deuxième temps de notre table ronde par la présentation de Madame Dominique Vérien, sénatrice de Lyon, et Madame Émilie Chandler, députée du Val d'Oise, du rapport parlementaire sur le traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Madame la sénatrice, Madame la députée, vous avez été missionnée en septembre 2022 par Madame la Première ministre pour une mission parlementaire qui était initialement centrée sur le traitement judiciaire des violences faites aux femmes. Vous avez fait le choix d'aller au-delà du périmètre des violences conjugales pour travailler sur les violences intrafamiliales qui intègrent donc les violences faites aux enfants. Vos travaux se sont nourris de 300 auditions. Ils vous ont permis d'avoir une vision panoptique de toute la chaîne judiciaire, des révélations de la victime jusqu'à la réinsertion de l'auteur. Votre rapport dresse tout d'abord un état des lieux des dispositifs existants, puis en tire les conclusions pour améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Et vous appelez de vos voeux un certain nombre de mesures dont une partie a déjà été reprise, puisque la création des pôles vifs a été intégrée dans le rapport annexé de l'article 1er du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice pour les années 2023-2027, lors de son passage au Sénat. C'est donc un honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui pour une présentation de votre travail parlementaire qui intéresse, vous le savez, au plus haut point la communauté judiciaire. Eh bien, merci beaucoup. Je ne vais pas du coup présenter notre travail globalement, puisque vous venez de le faire aussi bien que nous aurions pu le faire l'une ou l'autre. Nous allons vous faire une présentation à deux voix. Et donc, voilà, c'est moi qui vais commencer en disant que la première partie sur laquelle nous souhaitions vraiment mettre en avant, c'est l'information et la formation de tous. Parce qu'en fait, on se rend compte que ce contentieux est un contentieux de masse, mais qui représente certaines spécificités, j'allais dire techniques, souvent psychologiques, qui font que si on ne les connaît pas, si on ne connaît pas les ressorts de la violence intrafamiliale, et bien finalement, on risque de passer à côté. On risque d'avoir trop souvent ce que l'on entend, c'est « Ah mais c'est parole contre parole ». Eh bien, pas toujours, non, ça n'est pas forcément parole contre parole, il y a des éléments, et d'ailleurs, on l'a vu lors de la première table ronde, il y a des éléments communs à toutes les manifestations de violence intrafamiliale, et évidemment que l'on retrouve dans chacun des féminicides. Et donc pour cela, il faut former, mais bien sûr informer. Là aussi, on l'a dit, la plus grande difficulté, on a vu 17% seulement dans les féminicides, 17% seulement avaient déjà donné lieu à un signalement
dans ces cas-là. Donc comment est-ce qu'on fait pour que les éventuelles victimes puissent aller plus, au moins témoigner? On est bien d'accord que l'idée n'est pas forcément de porter plainte, puisque ça c'est quelque chose de très compliqué, mais au moins que le signalement soit fait pour qu'une enquête puisse être menée et qu'on évite d'arriver au pire et qu'on puisse sauver ces femmes. Alors je dis encore ces femmes parce qu'on l'a vu, c'est très majoritairement, ce sont très majoritairement des femmes victimes, même si on peut trouver des hommes qui sont victimes. Donc de la communication, de l'information déjà à destination du grand public pour que les victimes se reconnaissent, comprennent, si elles le peuvent encore, si elles ne sont pas encore trop sous emprise, que ce qui leur arrive n'est pas du tout normal, qu'elles peuvent demander de l'aide, sachent vers qui se tourner pour aller demander de l'aide, et que l'on sache aussi justement en tant que voisin, ami, collègue de travail, vers qui orienter une personne qui serait victime. Puisqu'en fait, on se trouve souvent totalement démuni en disant « mais que dois-je faire ?» quand on est porteur d'un témoignage. Donc c'est important que chacun puisse avoir ces informations, à destination des auteurs aussi, pour qu'ils comprennent, s'ils le peuvent encore, que leur comportement évidemment est répréhensible et peut à ce titre être poursuivi, mais qu'ils peuvent eux aussi demander de l'aide. Puisqu'on le voit, d'ailleurs souvent ça se termine derrière par des suicides, ce sont aussi des personnes qui sont en grande fragilité. Donc de l'information, mais de la formation. Et d'ailleurs je me souviens qu'au tout début j'avais déjà dit au garde des Sceaux que je connaissais les 3 premières préconisations que nous ferions dans notre rapport, c'était formation, formation et formation. Formation à 2 niveaux, formation de tous déjà. Que ce soit toutes les personnes qui peuvent être au contact de victimes ou d'auteurs, donc que ce soit les services sociaux, les enseignants, des professionnels de santé, bien entendu les forces de sécurité intérieure et les magistrats, mais cette formation, elle est plutôt à 2 niveaux. Il y a la formation de niveau 1, que j'appelle de niveau 1, qui est la formation pour tous, pas forcément pour les spécialistes, mais de savoir reconnaître, entendre et, là encore, signaler, orienter. Ça, c'est effectivement très important. On le voit bien hein, pour les médecins, c'est important de savoir vers qui se tourner et vers qui orienter, et surtout, effectivement, savoir reconnaître une parole. Et puis, bien sûr, une formation de niveau 2, là, que j'appellerai pour les spécialistes. Donc, les spécialistes, ce sera pour les forces de sécurité intérieure, les brigades de protection des familles que l'on trouve en gendarmerie, ce sera les brigades locales, alors les maisons de protection des familles pour la gendarmerie, les brigades de protection des familles pour la police, que nous souhaitons d'ailleurs voir se développer, mais les associations de suivi des victimes, des auteurs, et bien évidemment les magistrats qui participeront à ces fameux pôles ou chambres, pour là encore, que ce soit les juges aux affaires familiales, les juges des enfants, il est important de connaître tous les ressorts. Et parmi ces ressorts et ces formations nécessaires, évidemment, on voit, on a beaucoup parlé du psychotraumatisme déjà, qu'il est important de reconnaître. C'est important de savoir qu'une victime de psychotraumatisme ne génère aucune empathie. Et donc, du coup, quand on est dans les forces de sécurité intérieure, quand on est un gendarme, un policier, et qu'on reçoit une telle personne, elle ne génère aucune empathie, c'est pas une bonne victime du tout, quoi. On n'a pas du tout envie de pleurer ni de la câliner, c'est vraiment, ça peut même être quelqu'un d'un peu agressif, et si on ne le sait pas, on finit par croire que finalement son conjoint, qui lui est beaucoup plus cohérent, est plus crédible. Et donc c'est très important. Dans ce que je disais ces paroles contre paroles, finalement, ça peut presque donner justement des pistes pour se dire qu'il doit bien y avoir la victime, une vraie victime. Psychotraumatisme, il y a un autre sujet qu'on voit beaucoup émerger et qui est important parce qu'on le retrouve dans quasi tous les féminicides, c'est le contrôle coercitif. C'est quand, effectivement, on constate que l'un des 2 conjoints
contrôle totalement l'autre. Alors ça peut être aussi bien un contrôle économique, hein, c'est-à-dire la personne n'a pas accès à la carte bleue, ne dépense pas autre chose que ce qu'on lui a autorisé de dépenser. Ça peut être un contrôle vestimentaire, pas trop court, pas trop échancré, pas assez couvert. Ça peut être un contrôle dans les sorties, dans les personnes qu'on a le droit de rencontrer, ça peut être un contrôle, on a rencontré une victime dont le conjoint l'appelait dès qu'elle avait sa pause pour s'assurer qu'elle était bien là, qu'elle était bien en pause, l'appelait dès qu'elle sortait du travail, l'appelait en permanence, en fait pour toujours contrôler là où elle était. Et là encore, ce sont des pistes pour comprendre que il n'y a pas, là c'est pas parole contre parole, il y a bien une stratégie qui est mise en place par l'auteur pour pouvoir enserrer sa victime dans une espèce de nasse dont elle ne pourra pas sortir parce que ça la met sous emprise. Mais le gros avantage du contrôle coercitif par rapport à l'emprise, c'est qu'on fait porter la responsabilité à l'auteur et non pas à la victime qui serait une pauvre personne fragile mise sous emprise, mais bien un auteur qui met tout en place pour pouvoir mettre sa victime sous emprise. C'est assez intéressant. Mais là, je vous ai parlé de formation, d'information descendante, mais il faut aussi pouvoir faire remonter, et ça c'est très important. Et grâce à cette formation au signalement, on pourra mieux faire remonter des signalements à travers les professionnels de santé, à travers les infirmiers qui rentrent dans les maisons, à travers les pharmacies où on peut aller facilement sortir de chez soi. On parle beaucoup de ruralité, c'est pas simple. Quand on est en ruralité, on n'a pas forcément une association en bas de chez soi qu'on peut aller rencontrer. Par contre, on peut aller à la pharmacie. Et là, a priori, même avec un gros contrôle coercitif, le fait d'avoir besoin d'aller à la pharmacie, c'est quelque chose qui est encore assez libre. Ça peut être aussi des permanences d'associations, ça s'est beaucoup fait pendant la période de confinement, des permanences d'associations dans les supermarchés, parce que c'était un endroit où, là encore, là pour le coup, pour aller faire les courses, on veut bien la laisser libre, hein, plutôt que d'aller faire les courses à sa place. Et du coup, ça permet d'avoir des premières informations et là encore de savoir qui contacter. Et puis, je voulais signaler également une initiative de l'Association des maires ruraux de France qui a créé les élus ruraux référents de l'égalité qui font qu'il y a des référents dans chaque petit conseil municipal. On sait que dans les petites communes, il n'y a pas de service, mais il y a des élus qui sont là, qui connaissent bien leur commune, qui veillent. Et là encore, ils ont un regard sur ce qui se passe dans leur commune. Et ces gens-là, c'est important de les former pour savoir, là encore, faire remonter l'information et correctement orienter des personnes qui pourraient être victimes. Donc voilà, et alors, pour aller plus loin, nous proposons également des boîtes aux lettres rouge vif. Ça a l'air anecdotique, mais ça nous paraît important d'avoir un endroit où effectivement, quand on est témoin de quelque chose, on puisse déposer. Alors, il faudra évidemment préciser que ça ne peut pas être un endroit où on dépose une information qui nécessite un traitement urgent. Mais les fameux élus référents de l'égalité, c'est un endroit où on pourrait effectivement leur porter des témoignages qui ensuite pourraient être traités, alors dans un temps plus long que le fait d'appeler police secours évidemment, mais malgré tout ça permettrait parce que dans les communes rurales en fait on se rend compte qu'on sait un peu ce qui peut se passer chez son voisin et avec cette communication qu'on pourrait faire qu'on protège, qu'on sache qu'il est important de protéger et donc de signaler. Voilà pour formation-information. Merci à tous. Alors c'est pas évident de parler après Dominique qui vous a donné les grandes lignes du rapport. Donc moi je vais vous parler de l'organisation judiciaire parce que on a face à nous des magistrats. Rapidement, je voudrais saluer l'engagement de tous dans le cadre de notre mission parce qu'en fait le point de départ de cette mission, c'est d'abord une mission où on nous dit alors vous allez traiter le sujet d'abord des violences faites aux femmes et puis après on nous a dit des violences conjugales. On a dit non, ça sera des violences intrafamiliales parce que là il y a urgence et qu'on a décidé de ne pas faire de politique dans le cadre de ce rapport. Donc c'est important de vous le rappeler, il y a un engagement de politique au sens propre mais pas partisane. Donc le premier point c'est violence intrafamiliale. Le deuxième point c'est que dans la temporalité de ce rapport, il y a eu
Vous avez dû le voir, c'était en novembre ou décembre, une proposition pour calquer le modèle espagnol au modèle français. Nous, on était en plein dans le rapport, on commençait les auditions des uns et des autres, des magistrats, et on est allé en Espagne, et donc on s'est rendu compte assez rapidement que si sur le papier c'était très bien, ça ne marchait pas en France, pour plein de raisons. En France, on ne veut pas une justice genrée, on ne veut pas une justice uniquement dans les grandes villes, on veut une justice qui traite tous les dossiers avec une égalité d'accès au droit, et donc on a proposé des recommandations qui s'inspirent des bonnes choses du modèle espagnol, mais on a tout de suite éludé l'idée de faire un tribunal des vifs avec un beau bâtiment. Alors c'est vrai que certains auraient été contents, ils auraient eu un beau bâtiment avec une belle pancarte, mais le problème c'est que c'était dans 10 ans et puis c'était pas forcément très adapté. Donc ça c'est le premier point, ça n'est pas un tribunal des vifs. Vous remercier sur tout ce que vous avez pu nous donner comme idée, parce qu'en fait ce rapport c'est aussi la synthèse de tout ce qui fonctionne bien dans les juridictions, que ce soit de manière non exhaustive à Nantes, à Châlons, à Pontoise pour la première instance, puis aussi à la Cour d'appel de Versailles. On a essayé de prendre le meilleur de tout ce que vous faites pour en faire quelque chose qui se généralise sur l'ensemble du territoire et qui soit applicable tant dans les grandes juridictions que dans les petites juridictions. Donc en fait, ce rapport, c'est l'émanation de ce que vous faites déjà et ce que vous faites de mieux. Ça, je voulais le dire parce que c'est important. Et un point qu'on n'a pas lâché et qu'on ne lâchera pas dans le cadre du service après-vente de ce rapport, et ça tombe bien qu'on nous invite encore, tant qu'on peut le faire, on le fait, on a bien conscience de la nécessité des moyens supplémentaires. Donc nous, dès qu'on peut le passer, dès qu'on peut dire que tout ça ne se fera pas sans moyens supplémentaires, on le fait. Alors on le fait gentiment, mais on le fait quand même, parce qu'il faut que derrière ça puisse se mettre en place et que tout ça se fera aussi avec des points budgétaires. Donc c'est pas uniquement la chancellerie, c'est aussi des négociations qui se feront avec le budget. Donc je désamorce tout de suite le truc, c'est pas que la chancellerie qui décide du budget comme ça, mais on appuie évidemment cette nécessité. Sur nos propositions que vous avez pu voir, alors nous on a fait des recommandations. Les ajustements se feront après avec la chancellerie, puisque pour éviter de se prendre un barrage politique des différentes oppositions qui allaient nous dire on veut un tribunal ou un tribunal ou un tribunal, finalement, par une technique législative maligne, c'est arrivé par le Sénat dans le rapport annexé du projet de loi justice, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de le faire pour que ça soit mis en place rapidement. Et donc c'est passé au Sénat, c'est passé en commission des lois de l'Assemblée nationale la semaine dernière, ça passera dans l'hémicycle dans 10 jours, et ensuite, go. Voilà. Donc tous les ajustements et toutes les questions que vous aurez sur la mise en musique de tout ça, ça sera plutôt avec la chancellerie dans la déclinaison, mais je sais que tout le monde est sur le sujet et que ça sera en place grâce à vous et grâce aux moyens avant la fin de l'année. Sur l'organisation judiciaire, donc Dominique vous l'a dit, des maisons de protection des familles, des brigades de protection des familles qui se déclinent sur tout le territoire à travers des cellules police et gendarmerie pour recueillir les signalements, les plaintes. Parce que c'est pas une histoire de ville contre les campagnes, c'est vraiment tout le monde qui doit se mobiliser. Ensuite, le fichier Biogène, vous le connaissez pour l'Espagne, évidemment un fichier des vifs qui permettra une meilleure circularisation de l'information, parce qu'aujourd'hui, quand il y a des drames qui sont repris par les médias, malheureusement, c'est parce qu'il y a un trou dans la raquette. Donc, l'idée du fichier, c'est d'éviter au maximum ces trous dans la raquette, évidemment avec des habilitations pour savoir qui pourra accéder à ce fichier. On n'a pas envie de faire du bashing, mais vraiment d'avoir une justice qui s'actionne rapidement, coordonnée, rapide et efficace. Les pôles spécialisés, alors nous on parlait plutôt de chambres dans notre rapport, finalement c'est l'idée des pôles qui va être reprise pour harmoniser ce qui se fait déjà au sein de certaines juridictions. C'est l'idée des copils vifs, des comos vifs. Nantes doit s'y retrouver pour cette appellation de comos vifs, avec un dossier unique de situation qui englobe l'ensemble de la famille. L'idée de notre rapport, de nos recommandations, c'était de se décrocher un petit peu de la victime pour avoir une vision plutôt globale du foyer.
et intégrer à tout ça les enfants et les auteurs. Et c'est quelque chose qui nous est remonté de votre pratique, puisque on a décidé vraiment de refaire tout le chemin de la victime, et que ça on le fait qu'en considérant l'ensemble du foyer. Donc un dossier unique de situation, des pôles dans chaque parquet, chaque siège, et des magistrats qui travaillent ensemble. Mais c'est très délicat de vous présenter ça, alors que la plupart d'entre vous, vous le faites déjà, et déjà très bien. Un coordinateur vif qui serait désigné par le président. L'idée, c'est vraiment d'institutionnaliser cette chaîne d'échange des informations. Dans les copies de vif et comos vif, évidemment, ça ne sera pas une instance décisionnaire, mais vraiment les acteurs se parleront, que ce soit le juge des enfants, le JAP, le juge pénal, mais également les associations de victimes et associations de réinsertion des auteurs, parce que un des enjeux de ce sujet, c'est la récidive. La récidive de l'auteur, c'est 50%, mais alors, on ne peut pas employer récidive de la victime, mais la victime qui quitte cet auteur. Si on ne l'aide pas, si on ne traite pas le psychotraumatisme, si on ne l'accompagne pas, dans un cas sur deux, elle rencontre une autre personne qui devient son conjoint et elle sera à nouveau victime de violences intrafamiliales. Donc il y a un accompagnement qui se fait, des signalements qui se feront, et tout ça dans cette instance copiée comos vif. Évidemment une instance unique avec une idée de décloisonner le traitement des dossiers et l'ordonnance de protection immédiate, alors qui dans le temps législatif arrivera sur la fin de l'année, parce que c'est bien d'annoncer les choses, mais qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Donc nous, l'idée, c'était une ordonnance de l'urgence sous 24 heures, parce qu'en fait, dans un certain nombre de féminicides, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des signalements très récents, qui ne viendraient pas en concurrence de l'ordonnance des 6 jours, bien évidemment, mais qui permettrait au juge de pouvoir prendre les mesures quasiment instantanément, parce que dans le dernier féminicide, j'espère que c'est le dernier, j'ai pas eu d'informations plus récentes, de Saint-Ouen-l'Aumône, qui est dans mon département, il y avait encore un signalement, il y avait encore quelque chose, il y avait encore une association qui a été informée la veille du féminicide, avec une dame qui est venue en disant « mais moi je peux pas partir tout de suite parce que il faut que je gère mon sujet de voiture, il faut que j'ai une autre voiture ». Bon bah là, s'il y avait eu une ordonnance de 24 heures, peut-être que les choses se seraient passées différemment. En tout cas, vraiment l'ordonnance de l'urgence qui est attendue, et puis tout ce qui concerne le contrôle coercitif, aucune recommandation n'indique demande d'en faire une infraction en tant que telle. Vous êtes déjà tous sensibilisés au sujet, mais en revanche, le considérer davantage, et peut-être de manière plus uniforme, avec une grille de lecture généralisée. Voilà pour toute la partie organisation judiciaire. Et je vais poursuivre avec une politique pilotée et un fonds dédié, parce que c'est bien de se donner beaucoup d'objectifs, mais encore faut-il avoir quelqu'un pour veiller à ce qu'il soit suivi. Et alors là, ça fait partie des choses effectivement que nous avons rapportées d'Espagne, puisque en Espagne, il y a bien une instance qui pilote cette politique, et donc nous l'appelons de nos voeux une instance qui pourrait être interministérielle, puisqu'on voit bien que ça concerne bien évidemment le ministère de la Justice, mais aussi le ministère de l'Intérieur, mais aussi le ministère de la Santé, mais aussi le ministère de l'Éducation nationale. Et en fait, c'est vraiment une politique totalement interministérielle où chacun doit s'engager et chacun doit pouvoir avancer. Et donc pour cela, il faut absolument un organisme qui pilote. Alors ça pourrait être la MIPROF. En gros, ça devrait totalement être dans les missions de la MIPROF, à condition qu'on donne effectivement le pouvoir à la MIPROF de s'adresser directement au ministre en expliquant que là, ça n'avance pas, et donc lui donner un vrai pouvoir par rapport à ça, parce que ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un qui signale si derrière ça n'a aucune efficacité. Donc il faut vraiment faire que le sujet puisse être soutenu, mais on souhaite aussi avoir évidemment un relais dans chaque ministère, et plus particulièrement au ministère de la Justice, puisque là, on le sent bien,
c'est chez vous que le plus gros du travail, en tout cas le travail judiciaire, sera effectivement très important. Et donc nous appelons de nos voeux également une instance coordinatrice au sein du ministère de la Justice pour évaluer l'efficacité de la politique judiciaire et puis également les crédits ministériels. Et donc c'est là aussi sur les crédits. Alors Émilie l'a dit, on se rend bien compte que tout ne peut pas se faire à moyens constants, même si on sait que le contentieux existe déjà et que vous le traitez déjà. Mais pour autant, on voit bien que si on veut le traiter mieux, il faut plus de temps. Donc plus de temps veut dire forcément un peu plus de moyens. Pour autant, et c'est à la fois pour vous, mais pas que, il y a aussi toutes les associations dont on voit qu'en fait c'est très compliqué pour elles parce que beaucoup de la politique du traitement des violences intrafamiliales repose sur des associations, que ce soit France Victimes, le CIDFF, des associations d'accompagnement des auteurs, de prise en charge des victimes. C'est vraiment tout un réseau associatif qui s'est créé pour pouvoir mener ces politiques. Mais malheureusement, ces associations, elles ont en général un an de vue par rapport à leur financement, puisque chaque année, il faut redéposer des dossiers, parce que souvent, ce sont des financements par projet, et donc c'est très compliqué d'embaucher une juriste au CIDFF si on n'a pas de visibilité des financements qu'on va avoir. Et puis si on veut avoir une juriste, ou un juriste, mais c'est souvent une, c'est pour ça que je me permets de féminiser, la majorité l'emporte là, en l'occurrence. Donc si on veut l'avoir et si on veut s'assurer de sa compétence, si on veut la former, il faut s'assurer de pouvoir l'embaucher pour plusieurs années. Et donc quand on n'a qu'un an de vue, c'est un peu compliqué. Et donc pour cela, nous appelons effectivement à avoir un fonds dédié. Le fonds dédié aurait une autre vertu de notre point de vue, c'est que ça permettrait de réunir en une seule ligne, enfin en tout cas en un seul chapitre, l'ensemble des lignes qui sont dédiées à la lutte contre les violences intrafamiliales, parce que là on voit que c'est éclaté dans énormément de lignes du budget. Donc on va en trouver un peu au ministère de la Justice, un peu au ministère de l'Intérieur, aux droits des femmes, etc. Et finalement, personne n'est en mesure de nous dire très exactement combien aujourd'hui la France dépense chaque année sur ce sujet-là. Personne ne sait réunir toutes ces lignes. Ce qui fait qu'on peut toujours dire on manque de moyens, les associations demandent le milliard, on ne sait pas aujourd'hui dire quelle est la somme exacte qui est dédiée. Et donc le fait d'avoir ce fonds permettrait déjà de pouvoir mesurer l'effort qui est fait et l'effort qui pourrait rester à faire, et ensuite de pouvoir réellement affecter ces fonds à cette lutte-là, dont on voit, comme je le disais pour les associations, qu'on en a un grand besoin. Dernière partie, je vais être brève, parce qu'on l'a déjà évoqué. Donc là, on repart sur la technique. Une prise en charge des victimes et des auteurs, ça vous le savez tous, puisque vous êtes des professionnels de la justice. On a vu que la victime doit être accompagnée dans la prise en charge de son psychotraumatisme avec une meilleure formation de tous les acteurs. La victime, donc en général la femme, les enfants, parce qu'on se rend compte aussi que souvent le suivi psychologique est un petit peu léger parce que tout simplement les rendez-vous sont mal fixés, mal honorés, parce qu'ils empiètent sur l'école, etc. C'est parfois un peu compliqué. Donc vraiment un meilleur accompagnement de la victime dans ce temps long de la gestion du psychotraumatisme et dans ce temps court de que faire lorsqu'elle décide de partir. Donc c'est l'ordonnance de 24 heures, ça va être aussi trouver des solutions de relogement, parce que la victime, parfois, elle a envie de partir, mais parfois, il faut que l'auteur s'en aille. Et donc ça, c'est des choses à voir avec la victime. On a compris dès les premières auditions que finalement, il fallait essayer d'associer le plus possible la victime aux décisions, parce que sinon, elle ne les suivrait pas. Et il faut vraiment l'écouter et avoir la bonne formation, parce qu'elle est dans un état de sidération, un état de déni, et parfois elle ne sait pas forcément ce qu'elle veut, mais il faut vraiment l'associer au processus.
décisionnelle pour l'aider à s'extraire de cette zone de violence. Aider aussi l'auteur, donc ça va plutôt aider à l'extraire et donc à trouver un logement. Un logement. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réelle solution, mais il y a les foyers, mais parfois il y a des départements où il n'y a pas de place, donc comment on fait pour éviter aussi d'un moment de le mettre à la rue. Enfin, c'est des situations très complexes. Heureusement, le tissu associatif français s'engage et là-dessus on a beaucoup de chance. Et donc dans tout ça, on a, et vous le savez tout ça bien mieux que moi, le TGD, le bar, donc avec une amélioration technique parce qu'on a des dysfonctionnements qui ont été révélés sur les deux. Donc je sais que le ministère est en train de mettre tout ça d'aplomb et j'ai toute confiance. Et donc enfin pour terminer, vous rappelez les engagements qui avaient été pris d'ores et déjà avec une vision des femmes par département qui pourrait être un lieu de prise en charge de la plainte, des TGD pouvant être remis par différents organismes, des mesures d'accompagnement pour protéger les enfants sur tous les territoires, dans tous les départements, aussi avec des délocalisations en ruralité, parce qu'on se dit la maison des femmes, c'est bien, mais moi je vois l'exemple dans le Val d'Oise, si elle est à Argenteuil, comment on fait quand on se situe dans le fin fond du Vexin, à La Roche-Guyon, c'est très compliqué, donc vraiment avec des délocalisations et un accompagnement donc, de l'auteur aussi, même si c'est jamais la priorité, on dit toujours qu'il faut mettre le paquet sur les victimes, l'auteur il faut quand même s'en occuper pour éviter, ou en tout cas minimiser la récidive. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame la députée, Madame la sénatrice, pour cette présentation. Merci d'avoir souligné qu'une grande partie de vos préconisations viennent du terrain, finalement, de l'observation du terrain, qui montre la mobilisation de l'ensemble des magistrats et des acteurs des juridictions. Vous le savez, le garde des Sceaux s'est emparé immédiatement de votre rapport et dès le 22 juin a fait un certain nombre d'annonces que nous employons maintenant à mettre en œuvre, déjà dans le cadre du projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice. Alors évidemment, ça passe par la formation, vous l'avez dit à l'instant, je crois que nous devons encore progresser dans la formation systématique des magistrats, des fonctionnaires et de l'ensemble des acteurs, des intervenants au milieu judiciaire dans le cadre des violences intrafamiliales. On y réfléchit, c'est un vrai sujet d'habilitation, de spécialisation des magistrats. C'est la création des pôles spécialisés, on en a parlé tout à l'heure et nous devons maintenant le mettre en œuvre et l'incarner concrètement dans les juridictions, à partir notamment de ce qui se fait dans beaucoup de juridictions et au regard des points d'attention que vous avez évoqués aussi, Madame la députée. C'est la mise en place de l'ordonnance de protection immédiate qui a été annoncée par le garde des Sceaux, qui est une reprise de votre proposition sur l'intervention immédiate en 24 heures du juge aux affaires familiales ou du juge non spécialisé. C'est un vrai sujet de mise en œuvre ensuite pour l'ensemble des juridictions. Et c'est aussi la déclinaison d'un certain nombre d'outils, le bar nouvelle génération qui pourra être évoqué sans aucun doute cet après-midi, et puis CISPOP qu'on va évoquer dans quelques instants. Un point d'interrogation que vous n'avez pas complètement, me semble-t-il, évoqué, mais c'est justement l'intérêt de notre échange, c'est les audiences spécialisées. Est-ce qu'il faut des audiences spécialisées dans toutes les juridictions en matière de violence intrafamiliale? Ça me permet de donner la parole à Clément Bergère Mesri-Naro et Madame Julie Collin, Monsieur le Président et Madame la procureure du tribunal judiciaire de Sens, qui réfléchissait actuellement à la mise en place au tribunal judiciaire de Sens, à la mise en œuvre de la spécialisation de certains magistrats, voire de la création d'une audience spécialisée dédiée en matière de violence intrafamiliale. Vous avez un fort contentieux, comme beaucoup de juridictions, mais très prégnant dans votre juridiction. Et je vous donne tout de suite la parole pour nous présenter ce que concrètement
vous allez mettre en œuvre pour nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Merci, monsieur le directeur. Oui, on va essayer de vous présenter à grands traits et rapidement un petit peu ce qu'on envisage dès la rentrée, puisqu'on a fait le choix de ne pas forcément attendre les textes, dont on ne doute pas qu'ils permettront évidemment qu'on soit plus précis, mais d'ores et déjà d'essayer, puisque avec la procureure, on est assez à cheval sur l'idée d'avancer avec des petits pas, mais d'avancer concrètement et surtout d'essayer de s'emparer de cette question des pôles vifs et de ne pas en faire une espèce de coquille vide qui soit simplement un joli terme sur l'ordonnance de roulement, mais vraiment quelque chose d'incarné. Pourquoi ça nous tient à cœur? Parce que, vous l'avez dit en introduction, monsieur le directeur, les juridictions du groupe 4, on a tendance à penser qu'au regard de leur petite taille, c'est les moins maniables, celles sur lesquelles on a le moins de marge de manœuvre, et en réalité, je vais essayer de vous convaincre du contraire, parce que le tribunal de Sens, c'est le département de Lyon, qui est un des départements métropolitains les plus touchés par ce fléau des violences intrafamiliales. Et puis soyons honnêtes, parce que Dominique Vérien est notre sénatrice, et que donc concrètement, on a intérêt à ce que ça se passe bien. Cela étant dit, comment est-ce qu'on a eu l'ambition de ça? C'est de partir de l'existant. Aujourd'hui, Sens, vous avez 2 juges aux affaires familiales, 2 cabinets généralistes qui traitent tout. L'idée, c'est que dès septembre, ces 2 cabinets se voient amputés en fait de tous les dossiers dans lesquels on a identifié des violences intrafamiliales, qui seront réorientés sur un 3e cabinet. Alors le tout, je le dis, un moyen constant, mais en faisant des compensations à droite à gauche, on y arrive. Créer un 3e cabinet qui sera notre cabinet rouge vif, avec un juge dédié sur ces affaires, ce qui veut dire un seul juge spécialisé sur un traitement civil des dossiers avec violence intrafamiliale. Et on l'a vu, il y a un besoin de formation sur la détection du contrôle coercitif, sur toutes ces notions qu'on connaît, mais qu'on connaît encore, à mon avis, mal. Et ce juge sera donc à mi-temps sur ce cabinet et à mi-temps en présidence des audiences correctionnelles. Contentieux vif. Alors on a déjà des audiences spécialisées, mais là elles seront vraiment présidées par ce magistrat qui sera donc à la fois civil, à la fois pénal. L'intérêt de ça, outre cette spécialisation, c'est aussi l'identification, de réussir à identifier déjà au civil le nombre de dossiers concernés par le sujet des violences intrafamiliales. C'est aussi adapter notre activité juridictionnelle à la spécificité des dossiers. Le cabinet rouge vif, c'est moins de dossiers pour consacrer plus de temps, parce que c'est des dossiers qui nécessitent du temps et une attention particulière. C'est aussi des créneaux dédiés pour l'urgence, de façon à ce qu'on puisse proposer des brefs délais rapidement, une prise en charge très rapide de la question, notamment des ordonnances de protection et peut-être plus tard des ordonnances d'éviction. On le disait, en fait, dans les juridictions, je crois qu'on a à peu près bien intégré cette notion de comité de pilotage vif avec nos partenaires, avec le parquet, mais qui souvent sont quand même des organes de pilotage, c'est le principe du COPIL, un peu en hauteur, un peu macro. Et là, tout l'enjeu, c'est de réussir à faire un échange d'informations individuel, de faire du suivi de dossiers, puisque le métier du juge des affaires familiales a vraiment changé. Maintenant, un JAF, c'est quasiment comme un juge des enfants. Ça a des familles que ça peut suivre, et notamment les familles dans lesquelles il y a un fond de violence. Donc réussir à créer ce comité en fait très individuel sur le suivi des dossiers, qu'on pourrait appeler un comité opérationnel, ou les noms sont encore à inventer, qui réunit le juge d'affaires familiales, qui réunit le juge d'application des peines, qui souvent peut avoir un suivi aussi d'un individu qui va être concerné par une rupture au civil, et puis évidemment le parquet. Je ne parle pas du juge des enfants parce que c'est un point de complexité sur un tribunal comme Sens qui n'a pas de tribunal pour enfants. Et donc comment on intègre des juges d'une autre juridiction, mais ça, Madame le procureur pourra vous faire part de ses réflexions sur le sujet. Ça, c'est le cadre général. Rapidement, les quelques réflexions qu'on envisage et qui sont un peu nos sujets de préoccupation pour la rentrée, qui seront le sujet de réflexion de l'été. C'est toute la dimension institutionnelle. Sur l'informatique, on ne s'inquiète plus, puisqu'avec Syspop, tout va être réglé. Sur le côté institutionnel, en revanche, on a des grandes questions qui se posent. La question de l'impartialité. L'impartialité du juge qui va connaître de la situation de l'autorité parentale, de l'ordonnance de protection et qui va présider l'audience correctionnelle. À mon avis, et c'est un avis tout à fait personnel, et je suis évidemment prêt à la contradiction parce que ma pensée
pensée est éminemment perfectible, mais si on se pose trop la question de l'impartialité, on n'y arrivera pas. Et à un moment donné, est-ce qu'on va pouvoir dire qu'un juge qui connaît trop bien une situation se trouve en situation de partialité? C'est une réflexion qu'il faudra avoir. La CEDH est quand même pas si claire que ça, et j'ai plutôt tendance à penser qu'elle est plus ouverte que parfois on ne le pense. En toute hypothèse, je pense qu'il faut qu'on tente les choses, qu'on y aille, et puis on verra. Si finalement on nous explique que ça n'est pas possible, ça posera la question de comment on peut créer ces pôles, mais moi je pense que si on veut y arriver, il faut commencer par pas se poser trop cette question, notamment de l'impartialité. En revanche, une question qui me paraît beaucoup plus fondamentale, c'est celle du contradictoire, c'est-à-dire comment le juge civil arrive à faire vivre des informations qui sont transmises par ses partenaires. Et là, c'est une question de format, puisqu'on ne peut évidemment pas déroger au principe du contradictoire. Le JAF qui informe le juge d'application des peines, le juge d'application des peines qui informe le JAF. À l'heure actuelle, ce qu'on sait très bien faire, c'est nous informer le parquet, que le parquet nous informe, et encore, au civil, pas toujours. Et comment est-ce qu'on intègre cette information, comment on la rediffuse, avec la question du respect aussi d'un certain nombre d'informations de la vie privée de l'auteur, qui n'ont pas forcément à être diffusées de manière très large. Donc ça peut être des relevés de décision du comité opérationnel, ça peut être éventuellement des avis comme ce que le tribunal correctionnel connaît avec les avis du juge de l'application des peines. Enfin, on a beaucoup de choses à créer, et ce principe du contradictoire me paraît aujourd'hui essentiel. Voilà, je ne veux pas être trop long. L'idée à retenir, c'est que je pense que ce projet des pôles, ça peut être vraiment quelque chose de porteur pour les juridictions, et on a beaucoup de choses à créer, ce qui est quand même assez stimulant, disons-le. Et pour tous les problèmes, moi j'ai tendance à penser que, par définition, un président n'est jamais seul, puisqu'on a une procureure. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Clément. Je vais essayer d'être courte parce que je crois que le temps est un peu compté, mais on va essayer à sens de monter ce col vif. Alors, je dirais côté parquet, je pense que tout le monde y a réfléchi. Nous, on est habitués à avoir un grand nombre d'informations et à croiser les informations. La révolution, parce que moi je dis un peu ce mot-là, la révolution de ce projet, c'est comment on communique avec le siège et ce qu'on peut communiquer sur le principe. Je suis président, on a discuté ensemble, il ne faut pas être frileux, nous avons des règles juridiques et c'est le contradictoire. Donc déjà, si on démarrait, chose qui n'est pas faite à l'heure actuelle, quand nous, le parquet, nous avons une enquête pénale, nous pouvons très bien faire un soit transmis au juge aux affaires familiales et celui-ci le met dans la procédure. Nous ne sommes pas sur la grande criminalité organisée, il n'y a rien à cacher. Après, c'est comment le juge aux affaires familiales va réagir au fait qu'il est présumé innocent. Donc ça va être pour nous, des vrais défis de jurisprudence à créer ensemble. Pour tout vous dire, on va faire un projet de juridiction pour penser ce pôle vif avec l'ensemble des acteurs. Ce n'est pas uniquement siège parquet, c'est le greffe, il faut que toute la juridiction se joigne à nous. Juste le deuxième point, pour ne pas être trop longue, pour tout vous dire, sur la réflexion par rapport à ce rapport, c'est, à mon avis, la réflexion sur les violences faites aux mineurs et la manière dont je trouvais, nous, autant on a des outils de suivi sur les vifs de manière précise, avec les fameux tableaux qui vont être couverts juridiquement grâce à CISPOP, et j'envisageais, mais je n'ose le dire en public, de créer un deuxième tableau pour le suivi des mineurs victimes, car il ne faut pas penser les choses de manière cloisonnée. Violence intrafamiliale, ça peut démarrer par des enfants qui osent parler à l'école et ensuite la mère qui dit « moi, tout va bien ». Et on doit croiser ces informations-là, avoir un travail au sein du parquet de réunir les informations. Alors évidemment, en petit parquet, un pôle dans un petit parquet à 3, c'est toujours compliqué. Et donc, il faut s'appuyer sur l'équipe autour du magistrat, c'est majeur. On ne pourra pas tenir sinon sans ça. Donc voilà, je vous présente un peu l'idée. Alors pour tout vous dire, moi sur le ressort de sens, c'est mon sujet, parce qu'on est plutôt pas mal sur l'encadrement des vifs. Ah, vous m'entendiez pas en fait. Ah d'accord. On est plutôt pas mal sur l'encadrement des vifs. Mon sujet, c'est ce que j'ai dit à mon équipe à la rentrée.
c'est les violences faites aux mineurs, croiser les informations. Et j'ai un enjeu qui est d'autant plus fort que je n'ai pas de juge des enfants. Donc je me basais uniquement sur les signalements CRIP qui m'arrivent, je saisis un service d'enquête et ensuite on ne sait pas ce qui se passe. Il faut repenser aussi les signalements CRIP, et ça c'est un autre sujet. Voilà, je vais pas être trop longue, mais on va dire sur les deux axes, le pôle vif et les violences faites aux mineurs et les pensées dans leur globalité de la famille. Merci à tous les deux pour cette présentation de des réflexions que vous menez au tribunal judiciaire de Sens. On voit que ça pose quand même un certain nombre de questions. Merci d'avoir ouvert la question de l'impartialité objective des magistrats du ciel. Et je pense que, Madame la Première Présidente, vous reviendrez également en conclusion de cette table ronde sur cette thématique. Avant de vous donner la parole, je voulais donner la parole à Madame Élodie Buguel, qui est chef de mission de la transition numérique à la DACG, qui va nous présenter, donc le teasing a été tenu depuis ce matin, l'applicatif SysPop, actuellement développé par la DACG et le secrétaire général, qui a vocation à constituer l'outil métier de ces pôles vifs, en facilitant à la fois le décloisonnement du traitement judiciaire des violences intrafamiliales et la centralisation des informations nécessaires au suivi judiciaire de la situation issue des procédures civiles et pénales. Je vous cède la parole. Je vous remercie, Monsieur le Directeur. Je vais en réalité poursuivre le teasing puisque le temps nous est compté et vous aurez l'occasion d'avoir des présentations détaillées de l'applicatif tout à l'heure. On vient de voir que la lutte contre les violences intrafamiliales a un impact significatif sur l'organisation des juridictions et nécessairement se pose donc la question des outils au soutien de cette organisation. Ce qu'on a pu constater, c'est que les juridictions avaient mis en place localement un certain nombre d'outils, que ce soit des tableaux Excel, des documents sur des serveurs partagés, pour garantir l'efficacité de cette politique pénale et la décliner au niveau local. Et c'est dans ce contexte que le ministère de la Justice a initié une réflexion en lien, donc pilotée par la DACG, mais évidemment en lien avec les autres directions du ministère et en particulier les services du secrétariat général pour proposer un nouvel outil numérique au soutien des politiques pénales prioritaires. Cet outil, il est baptisé donc SysPop pour suivi informatisé système informatisé de suivi des politiques pénales prioritaires. Nous y travaillons depuis maintenant février 2022 et cet applicatif, il a vocation à permettre une vision transversale et pluridisciplinaire des situations suivies au titre en particulier des violences intrafamiliales, que ce soit par les magistrats du parquet, mais également par les magistrats du siège et évidemment de leur équipe au sens large, à la différence du FPVIF qu'on a évoqué ce matin, qui lui est un outil à destination des forces de sécurité intérieure. C'est donc l'outil des juridictions pour permettre un suivi individualisé, contextualisé et actualisé des situations avec cette fameuse vision 360, avec un outil centré essentiellement sur la personne et pas sur la procédure, contrairement aux applicatifs que l'on a pu connaître en juridiction jusqu'à présent. Et l'objectif, c'est donc de centraliser l'ensemble des données, qu'elles soient issues de procédures pénales, bien évidemment, mais également de procédures civiles, avec la possibilité de renseigner des informations sur le suivi effectué par le juge des enfants, le suivi ou les décisions prises par le juge des affaires familiales, avec la possibilité évidemment d'ajouter des pièces jointes, tout cela également afin de mutualiser les informations, que ce soit évidemment au sein de la juridiction entre les différents acteurs de la lutte contre les violences intrafamiliales, mais également avec, le cas échéant, les partenaires extérieurs en permettant de mutualiser ces informations, par exemple à l'occasion des coquilles vives qu'on évoquait à l'instant. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment de permettre de décloisonner l'information et de prendre des décisions sur l'ensemble des informations, sur l'ensemble d'un dossier individuel et pas seulement sur une procédure. Les fonctionnalités de SysPop, très brièvement, elles ont été définies en lien évidemment avec les instructions délivrées par la chancellerie, mais également avec les utilisateurs terrain. 5 juridictions l'expérimentent actuellement et c'est l'occasion vraiment de souligner leur investissement et le fait que cet outil a été co-construit avec ces juridictions, les juridictions de Versailles, Dijon, Bourges, Aurillac et Metz.
Et vous indiquez donc que ces fonctionnalités, elles permettent d'abord un suivi global de l'ensemble des personnes suivies au titre de la politique pénale prioritaire, avec la possibilité d'effectuer des filtres, mais également de pouvoir axer par le biais de différentes fiches l'information détaillée sur une personne, avec toujours cette centralisation de l'information de tous les champs d'une procédure judiciaire qui sont susceptibles d'intéresser l'autorité judiciaire dans sa prise de décision, la mise en place d'alertes et d'un calendrier, la mise en place également d'extraction, toujours pour faciliter ce partage d'informations, et enfin cette nécessité de proposer des outils qui permettent un pilotage proactif de la politique pénale prioritaire des violences intrafamiliales. On évoquait tout à l'heure la nécessité de suivre les mineurs en danger. Et bien, CISPA proposera un radar de l'enfance en danger pour assurer les suivis de toutes les personnes, que ce soit les auteurs, mais également les victimes de violences intrafamiliales. Vous indiquez que cet outil, donc je vous disais, il est en cours de développement depuis déjà plusieurs mois, qu'il pourra être mis à disposition des juridictions dans le cadre d'un déploiement à compter de l'automne 2023, dès que l'ensemble des fonctionnalités auront été livrées par le prestataire et que le décret pris après avis de la CNIL, le décret en Conseil d'État, sera publié. Plusieurs juridictions se sont d'ores et déjà portées candidates et volontaires pour ce déploiement, et notamment la Cour et l'ensemble des juridictions de la Cour d'appel de Poitiers, la première présidente. Et une démonstration de l'outil pourra vous être proposée pour que vous puissiez identifier l'ensemble des fonctionnalités au stand qui se trouve juste à votre gauche en sortant, donc pendant la pause méridienne. Et enfin, pour les premiers utilisateurs, les juristes assistants, les contractuels vifs, qui sont les premières personnes finalement à renseigner l'outil et à gagner du temps dans leur travail par le biais de cet outil, ainsi que pour les magistrats référents vifs, 2 présentations seront proposées dans le salon Rockefeller, qui se trouve pour le coup à droite après le buffet. La première à 14h et la deuxième à 14h30, donc n'hésitez pas à venir vous renseigner davantage sur cet outil. Nous aurons le plaisir de partager l'ensemble de ces fonctionnalités et les détails de sa mise en œuvre. Merci beaucoup pour vos explications extrêmement précises et en même temps très synthétiques. Bravo pour cet exercice. Et comme vous l'indiquez, je crois que tout le monde sera impatient et intéressé de venir voir les présentations de l'outil pendant la pause méridienne. Madame la Première Présidente, je vais vous céder dans quelques instants la parole en guise de conclusion de notre table ronde. Vous êtes depuis de nombreuses années particulièrement engagée dans l'égalité femmes-hommes et dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Vous êtes cofondatrice de l'association Femmes de Justice en juin 2014 et autrice d'un livre éponyme. Vous avez publié récemment, avec M. le procureur général près la Cour d'appel de Poitiers, une tribune dans le journal Le Monde afin de demander la création d'une nouvelle fonction, celle de juge des violences intrafamiliales. Votre proposition part en effet du constat que l'action judiciaire, pour être efficace, doit être centrée sur les personnes et non sur les flux de saisine. C'est une évolution extrêmement sensible de notre approche et que les juridictions doivent s'organiser pour identifier un nombre de situations particulièrement difficiles territoire par territoire. Il nous semblait important de vous inviter en conclusion de cette table ronde pour nous faire part de l'ensemble de vos réflexions sur ce sujet. Merci, monsieur le directeur des services judiciaires. Merci, monsieur le directeur des affaires criminelles et des grâces, de m'appeler Jolie avec un I, c'est-à-dire d'avoir transformé mon nom en adjectif, mais en réalité, c'est avec un Y. Bon, peu importe. Madame la sénatrice, madame la députée, vraiment pour vous dire que le rapport Rouge Vif que vous venez de rendre public est pour moi une étape, un jalon dans la réflexion et dans l'action en France sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Le premier, pour moi, c'est le Grenelle des violences faites aux femmes, septembre 2019. Le second, l'adoption du bracelet anti-rapprochement. Le premier est posé fin 2020 à Pontoise. Alors, que s'est-il passé pendant ces 4 ans ? Eh bien, à la fois, tout a changé, et puis tout reste à faire. Et le diagnostic que vous portez dans votre rapport, je le partage totalement. Il y a 2 axes fondamentaux qu'il faut que nous abordions, la formation
et l'organisation des juridictions. Alors je me permets de revenir sur la formation, vous en avez parlé, mais je crois qu'on n'en parle jamais assez. L'École nationale de la magistrature a l'intention de revoir son plan de formation afin d'aboutir à un véritable parcours pour les professionnels magistrats qui voudront se former. Et je préconise auprès de l'École nationale de la magistrature que cette formation débute par des journées entières consacrées non pas aux bonnes pratiques, non pas aux tentatives que nous faisons dans les juridictions, mais bel et bien à passer du temps sur le niveau conceptuel. Je pense que les magistrats aujourd'hui, malgré toutes ces années, ne sont pas encore assez formés aux concepts qui sont à l'œuvre dans les violences faites aux femmes. Ce champ a fait l'objet d'un dynamisme notionnel inédit. En 10 ans, nous avons inventé des grilles d'analyse des violences faites aux femmes dont nous ne disposions pas, ni les uns ni les autres, il y a quelques années. Alors j'en cite quelques-uns. Qu'est-ce que l'emprise? Qu'est-ce que le psychotrauma? Qu'est-ce que l'affaissement émotionnel? Qu'est-ce que le suicide forcé? Qu'est-ce que le surmeurtre? Qu'est-ce que l'oubli traumatique? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui le contrôle coercitif? Toutes ces notions sont désormais définies par des universitaires, des médecins qui nous aident à réfléchir depuis des années. Les magistrats français doivent désormais maîtriser ces notions, qui ne sont pas des conversations de couloir. Et je pense qu'il n'est plus possible d'entendre aujourd'hui dans les juridictions des collègues dire « Je connais très bien les violences intrafamiliales, j'en traite toutes les semaines » ou alors « Cette victime, qu'est-ce qu'elle est agaçante parce qu'elle a retiré sa plainte ». Parce que ça veut dire que nous n'avons pas compris, que nous n'avons pas intégré les notions. Donc je pense qu'il y a un enjeu vraiment fondamental à travailler sur cette question notionnelle, et ça n'est que mieux armé intellectuellement que les magistrats pourront penser la réorganisation des juridictions. Alors le deuxième temps, c'est la réorganisation des juridictions. Je pense que nous sommes tous prêts, et vraiment l'exemple de Sens me semble tout à fait exemplaire, je vous en remercie, mais bien sûr partout dans les juridictions nous sommes à la manœuvre. C'est quoi l'idée? Bien sûr, l'idée c'est de considérer qu'il faut, et vous l'avez dit, mesdames les parlementaires, décloisonner le civil et le pénal. Voilà, c'est de là dont il faut partir, car aujourd'hui, nous le savons, ce qui nous rend aveugles, c'est le traitement en silo de chaque procédure. Pendant que nous sommes en train de divorcer, monsieur et madame, nous plaçons les enfants, nous avons une convocation devant le tribunal correctionnel, en même temps que madame se voit confier un bracelet anti-rapprochement ou un téléphone grand danger, en même temps que le droit de visite et d'hébergement poursuit son chemin. Donc tout cela, ça rend schizophrénique à la fois le juge, la victime, mais aussi l'auteur, qui se voit ouvrir un champ des possibles, finalement, à travers l'aveuglement de l'institution. Donc je pense désormais qu'il faut que nous travaillions sur le civil et sur le pénal, sur le parquet et le siège, sur la façon dont nous allons réussir à mutualiser ces informations autour de ce que j'appelle les situations familiales, violente et complexe. Je pense qu'il faut que nous définissions un champ. Ce champ, il est suivi, à mon avis, par un juge, et d'ailleurs celui que vous avez décrit tout à l'heure, c'est quasiment le juge dont nous parlions avec M. Corbeau dans notre tribune de décembre 2022, c'est-à-dire un magistrat qui suivra à la fois le civil et le pénal. Et là, évidemment, nous tous, nous nous posons des questions sur la façon dont nous allons évoluer, à la fois sur nos pratiques juridiques, mais aussi nos pratiques procédurale. Bien entendu, on l'entend aujourd'hui, ce qui est remis en cause, avec vigueur parfois, ce sont nos modes de fonctionnement, c'est-à-dire la prescription, la présomption d'innocence, le contradictoire. Ce sont tous ces grands sujets qui sont à la manœuvre aujourd'hui, et il faut que l'institution judiciaire avance sur tout ça en même temps. Alors effectivement, c'est ouvrir tous les champs en même temps, il faut que nous y soyons prêts, mais je pense que l'institution judiciaire a beaucoup bougé ces dernières années et que nous pouvons résolument nous engager dans ce genre de démarche aujourd'hui. Donc si ce n'est pas un juge des vifs, si ce n'est pas un pôle vif, c'est ce que nous allons inventer ensemble, c'est-à-dire un juge qui traitera l'ensemble de la situation. Pourquoi traiter l'ensemble de la situation? C'est pour aboutir à ce qu'on appelle une justice résolutive de problèmes. Peu importe de divorcer, condamner, protéger, placer. Ce qu'il faut, c'est avoir réglé la situation. Il faut que nous adoptions cette approche de règlement complet des situations. Et pour cela, il va falloir sans doute que nous progressions tous ensemble sur des sujets fondamentaux que nous devons pouvoir nous poser et sur lesquels je pense que nous pouvons, avec confiance, nous engager pour être capables de dire ensemble
que l'indépendance, ça n'est pas l'isolement, et que l'impartialité, ça n'est pas l'indifférence. J'avais raison, Madame la Première Présidente, d'indiquer que vous alliez tenir un propos conclusif finalement à l'ensemble de nos échanges. Vous avez fait le lien entre toutes les interventions. Merci infiniment. Nous sommes donc au terme de cette table ronde, mais nous avons un peu de temps, m'indique notre chef d'orchestre, Olivier Christel, pour prendre des questions. Beaucoup de sujets ont été évoqués et j'imagine que dans la salle, il y a un certain nombre de questions. Profitez-en, parce que ce n'est pas souvent que nous avons la chance d'avoir des parlementaires avec nous pour présenter notamment le rapport. Donc, bonjour, à votre droite. Bonjour, Gaëlle Bardos, conseillère à la Cour d'appel de Grenoble, ici, en bleu. Merci pour vos interventions et notamment la toute dernière, je souligne le propos très encourageant, ça fait chaud au cœur. En tout cas, tout ça pour dire que dans tout ce qui a été dit et surtout avec l'intervention des collègues de Sens, moi je pose deux questions. Et les avocats, comment vont-ils être associés à tout ça? Alors je pense au contradictoire, parce que je pense qu'ils vont hurler. Donc j'espère que vous aurez un barreau collaborant sur toutes ces questions-là. Et se pose plus avant la question de, c'est ce que vous dites, du juge civil et du juge pénal. L'impartialité, effectivement, elle est au centre. On nous apprend toujours à être impartial. Et cette question-là, elle reste essentielle. Et je reviens à la question du rôle des avocats. Je crains qu'ils soient un peu vent debout sur certains de ces projets. Alors, écoutez, je vous dirais. Non, je pense que si on réfléchit bien à nos principes, à la façon de les adapter, et qu'on ne sacrifie pas le cœur de ces principes, on sera bon. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'avocat est en droit d'exiger? Il est en droit d'exiger que le juge ne se serve pas d'informations qui n'aient pas été soumises à sa connaissance et donc à la discussion. À partir du moment où on remplit cette exigence-là, il me semble qu'on n'a pas d'opposition de principe à avoir du barreau. Moi, la question qui m'interroge, c'est pas tellement l'opposition de principe du barreau, c'est concrètement comment est-ce qu'on arrive d'une manière efficiente à avoir ce partage d'informations et quelle information on partage. Mais il faut aussi quand même avoir conscience qu'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup par discussion de couloir. Donc on va vers un progrès, c'est-à-dire que finalement, ce partage de l'information qu'on va ouvrir du coup aux parties et donc aux avocats, c'est un progrès par rapport à ce qu'on fait maintenant quand le substitut vient voir le JAF en disant il y a telle famille à l'audience, on l'a déféré avant-hier, il a été relaxé par le tribunal correctionnel, mais il va être placé en garde à vue parce qu'il y a une autre plainte en cours. Et où actuellement les parties sont tenues dans l'obscurité par rapport à ça. Donc je pense qu'on peut aussi tenir le discours au barreau, on ne fera pas de compromis sur les exigences et on va même en fait aller encore plus dans la défense de ces principes. Je voulais reprendre la parole. Oh, excusez-moi, pardon. Vous allez voir dans notre couple qui est le plus gentil de nous deux. C'est pas celui qu'on pense. Non, peut-être sur votre question, je pense qu'il y a un vrai sujet sur le changement de pratique qui a été indiqué. Et du coup, vis-à-vis de nos partenaires, si on change nos pratiques, on peut le faire juridiquement, moi le parquet, si je verse des pièces, etc. Je pense qu'il faut quand même passer par un groupe de travail. Il vaut mieux démarrer, nous notre idée c'est de faire un projet de juridiction et notamment ce sujet-là dans le projet de juridiction. Il vaut mieux faire des réunions préalables à travers un groupe de travail où vous mettez le barreau dans ce groupe de travail et voilà, les personnes référentes, on va dire, du siège et le parquet qui s'en occupent, on discute ensemble de tout ça et ensuite on avance. Sur un sujet de modification comme ça au sein d'une juridiction de pratique, que j'appelle de mes voeux, vous avez compris, nous y sommes favorables, d'abord de la discussion, quitte à être plus long et à le mettre en place un tout petit peu plus tard. Mais voilà, j'aurais tendance à vous dire, nous en tout cas, on peut avancer avec le barreau directement, mais en vrai, on avait dit groupe de travail et vous le voyez bien, on est dans la discussion permanente. Excusez-moi, je voulais reprendre la parole sur la question de l'impartialité. Ça fait plusieurs mois que je travaille sur le sujet, on en a d'ailleurs échangé avec le directeur des services judiciaires. Alors, reprenons les choses comme elles doivent l'être. Pourquoi sommes-nous soumis à l'impartialité?
On nous demande de ne pas être du côté d'une partie, de ne pas avoir de préjugés, de ne pas avoir d'avis avant même de nous être penchés sur la casuistique. Et enfin, nous sommes magistrats, à hauteur de la République, tel qu'on nous le demande. Donc je pense que pour être à la hauteur des événements, c'est notre positionnement qui doit s'affirmer comme étant celui de l'impartialité, mais aussi celui de la compétence. Nous connaissons les sujets, nous pouvons nous en valoriser. C'est bien de connaître les sujets, hein, parce que être impartial, ça voudrait dire quasiment être neutre. Être neutre, ça voudrait dire finalement ne rien savoir sur les choses et arriver en n'ayant pas d'opinion. Alors, pas d'opinion peut-être, mais des connaissances sûrement. Alors, j'ai essayé de réfléchir à cette question en essayant de changer de champ. Quand on parle du terrorisme, on est bien content d'avoir des magistrats qui sont des spécialistes du terrorisme, qui se sont intéressés à la géopolitique, à l'idéologie qui peut être à l'œuvre lorsque des gens choisissent de s'engager dans les processus de radicalisation. Tout cela a été extrêmement valorisé ces dernières années. Deuxième champ, l'écologie, la défense de l'environnement. On ne cesse de préconiser ces dernières années de nous spécialiser dans ce sujet, de nous former, de nous y connaître. Est-ce que pour autant, lorsque nous jugeons des terroristes ou lorsque nous jugeons des questions liées à la défense de l'environnement, est-ce que pour autant on nous reproche de ne plus être impartial? Je m'interroge beaucoup sur le fait que c'est finalement lorsqu'il s'agit des violences intrafamiliales que l'impartialité est mise sur la table de la manière la plus claire. Et il ne faut pas se voiler la face. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aurait une sorte de répartition genrée de l'appréhension de ces sujets. Ce que nous disent un certain nombre d'avocats, c'est que peut-être que parce qu'il y a beaucoup de femmes magistrates, elles seraient du côté des femmes. Vous savez qu'il y a des associations d'hommes qui considèrent que dans les divorces, par exemple, il y aurait un traitement inéquitable des hommes ou des femmes sur ces sujets. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on se voile la face sur la profondeur de cette réflexion. Il faudra sans doute encore plusieurs mois, peut-être plusieurs années, pour que nous avancions sur cette question de l'impartialité. Il faut avancer tous ensemble. Être impartial, ça ne veut pas dire ne pas être formé, ne pas connaître les sujets, ne pas avoir d'informations aussi bien casuistiques que systémiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Écoutez, on va suspendre nos travaux. Je suis chargé de vous